Merci pour la fidélité renouvelée au Reflet de Kinshasa, votre chaîne. C'est notre rendez-vous rétrospectif de la semaine. Ensemble, nous allons analyser, nous allons commenter l'essentiel de l'actualité de la semaine, comme nous le disons chaque fois. Sur ces plateaux, nous recevons pour la première fois M. Bongunda Apouyou, le Longonjoa, politologue, écrivain, mais aussi analyste, à qui nous disons bienvenue sur le plateau de la page rétrospective. Merci beaucoup pour l'invitation, monsieur Mali. En tout cas, c'est un honneur, comme je l'ai dit, de vous recevoir, et je peux même aller plus loin pour dire nous sommes le premier ou la première chaîne à vous recevoir après publication de votre livre. C'est-à-dire le livre, j'ai dit, Nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo. Ouais. C'est quoi la source de votre inspiration pour nous produire aujourd'hui la nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo? D'emblée, je vous remercie parce que nous vivons dans un pays où les gens n'accordent pas plus d'importance à l'intelligence. On accorde plus d'importance à des sujets bénins et nous croyons que miraculeusement, on peut sauver ce pays. Alors que l'histoire enseigne que toutes les nations développées l'ont été parce qu'elles ont mis en exergue l'intelligence. Et donc, permettez-moi de vous remercier à mon tour pour cet honneur. Nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo. En résumé, le livre, en fait, c'est l'expression de l'angoisse existentielle du chercheur. Le chercheur n'écrit pas dans le bleu ou dans le vide. Pour écrire, forcément, vous avez vos motivations. Vous avez des questionnements. Le pourquoi, le quand, le où, le comment. Et c'est l'ensemble de tous ces questionnaires qui vous poussent à cogiter pour, in fine, dégager ce qu'on appelle l'écriture. La nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo, c'est justement le produit de cet exercice. Que vous avez fait. Nous avons le pays potentiellement riche, pour ne pas dire le pays le plus riche en termes de potentialité d'Afrique noire, mais nous sommes à la traîne du monde. Ce qui ça ne va pas. Comment on peut vivre dans un pays riche qui fait le bonheur des autres, parce que la Belgique a été construite avec l'argent de notre pays, et nous-mêmes, sommes restés pauvres. 70 ans après, nous restons pauvres. Je pense que ce sont des questions qu'on doit se poser. Et là, ce ne sont pas les politiques. Parce qu'en fait, le politique, lui, il vit sur base de l'instinct de survie. Il veut conquérir, conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Et donc, cette volonté l'empêche déjà de réfléchir objectivement. Par contre, l'intellectuel, qui lui ne cherche qu'à cogiter pour produire des réponses à des questions, n'ayant pas une interférence politicienne, pas politique, parce qu'il faut nuancer, a la lucidité de réfléchir et ainsi donc proposer des paradigmes, proposer des solutions. Et la nouvelle vision identitaire, sans prétention aucune, c'est l'un de livres écrits dans le sens de se poser des bonnes questions pour tenter de proposer de bonnes solutions. Parce que sans bonnes questions, il n'y a pas de bons remèdes. Monsieur Apouyou, Bongunda, pour ne pas inverser, Bongunda Apouyou, je devais même commencer par là. La nouvelle vision identitaire me pousse à poser une question à l'auteur de l'ouvrage qui met en exergue l'aspect identitaire. Est-ce que son nom, c'est un nom qui pose aussi problème? Parce que dans ces longs noms congolais, je ne retrouve pas de prénoms. Pourquoi pas de prénoms dans ton nom, avant peut-être d'entamer l'analyse approfondie de la nouvelle vision identitaire? Là, je reste dans l'identité. Vous savez, je ne m'irai pas, comment dire, être dans l'approche
du messianisme ou des courants messianiques africains, mais j'aimerais rester logique, simplement. Celui qui vous définit comme être existentiel a un pouvoir sur vous. Le nom ne sert pas simplement qu'à désigner une personne. Le nom, c'est aussi la sève même existentielle de la personne. C'est ainsi chez nous, par exemple, en Afrique noire, en tout cas, chaque nom a une signification. Bien sûr. Mais quand on vous appelle Patrick, la signification de Patrick, Christian, la signification de Christian. Mais quand on dit Bongunda, ça signifie profondeur. Lolengonjoa, ça signifie ce que cela signifie. Vous comprenez la différence? Oui. Et si je peux aller plus loin, quand on dit prénom, ça signifie quoi? Simplement, Ça vient avant le nom. C'est-à-dire, avant que vous ne soyez Bongunda, on vous colle un nom ou un prénom qui vous définit et donc qui dénie même le sens de votre identité ontologique, c'est-à-dire votre identité comme être humain. N'est-ce pas? Quand vous allez dans des pays où les gens ont dépassé l'aspect de la colonisation identitaire, vous allez en Chine, vous ne trouvez pas des chrétiens en Chine. Vous allez en Russie, vous ne trouvez pas des Patrick en Russie. N'est-ce pas? Vous allez en Iran, ok? Vous trouvez des Mahomet, des Mohamed, n'est-ce pas? Mais quand vous venez en Afrique tout de suite, vous trouvez tout arabisé, n'est-ce pas? Enfin, je ne cherche pas à m'inscrire dans une logique radicale, mais simplement dire que l'identité, c'est d'abord une question de la personne. C'est l'homme. Et l'homme, c'est d'abord le nom. Mais les noms, vous portez un nom qui n'est pas fruit de votre décision, mais plutôt fruit de vos parents. C'est-à-dire, en venant au monde, ce sont les parents qui décident de vous donner tel ou tel autre nom ou prénom. Est-ce que l'auteur, avant d'entamer l'analyse approfondie de votre ouvrage, a décidé, chemin faisant, de bannir ou de mettre de côté les prénoms qui lui ont été collés par son père et sa mère, ou décidément, depuis l'enfance, papa a dit, mon fils ne portera pas ces prénoms-là, seulement mon nom et les post-noms. Je n'aimerais pas épiloguer là-dessus parce que je vois qu'il y a beaucoup de sujets à aborder, mais juste éclaircir en fait. Oui. En Afrique, le nom, certes c'est la famille qui donne, parce que nous sommes régis par le déterminisme social. En fait, vous êtes ce que vous êtes parce que la société a fait de vous ce que vous êtes. Bien sûr. Voyez-vous? Oui. C'est la société qui vous a dit, par exemple, votre père est votre père. Ok? Et vous aviez cru, sans forcément besoin de faire l'ADN. Ok? Et donc, par conséquent, la société vous dit aussi, on vous appelle tel. Mais attention, en Afrique, il y a aussi certains exploits qu'une personne peut faire et qui peut amener la société à lui coller un titre honorifique, qui peut même, n'est-ce pas, prendre plus d'ampleur que son nom. Voyez-vous? Je ne suis pas dans cet aspect des choses, non. Je suis dans un autre aspect où, pour vous dominer, pour vous écraser comme être existentiel, on vous colle un prénom. C'est-à-dire, on vous donne une identité avant la vôtre. Parce que le nom, c'est ça, votre identité. Mais on vous donne une autre identité avant la vôtre. Et donc, par conséquent, vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. En tout cas, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Mais entamons cette page rétrospective avec ces premiers reportages. À savoir, le courant identitaire qui jette les jalons d'un nouveau système politique congolais, réponse au système politique actuel en faveur de l'encomocratie. C'est le contenu du livre Nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo. Avec cette publication, l'auteur Apuyu Bongunda insiste sur la place de l'identité congolaise. Ces livres révolutionnaires poussent les Congolais à comprendre qu'il est temps de faire de la RDC la locomotive d'Afrique avec un nouveau paradigme de gouvernance. Le Congo est entré dans sa nouvelle phase. La phase où nous allons plus accorder l'importance à l'intelligence.
Le problème congolais n'est pas d'ordre anthropologique, c'est-à-dire un problème lié aux individus. C'est un problème qui est lié au système. Et ce que nous apportons dans ces livres, c'est justement le changement des paradigmes, c'est-à-dire le changement des systèmes pour que, peu importe la personne qui sera à la tête du pays, qu'il soit à mesure d'exercer les fonctions en fonction d'un système qui converge avec nos réalités endogènes. Comment comptez-vous procéder? Nous allons procéder par la création du courant identitaire. Et c'est en ces termes que la nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo est baptisée. Autant d'heures de sommeil, autant de jours de sommeil, il y aurait une seconde pour vous réveiller. Et ces livres n'est que cette seconde-là qui voudrait que vous puissiez vous réveiller. L'autorité traditionnelle que nous sommes avons largement apprécié ces écrits. C'est comme un secours. Dans le combat que nous menons, voici un secours qui vient de nous arriver. Waouh! Livre tozongeleza poison précise na poison. Na nzoto ya Africain, na nzoto ya Congolais, bamilisi bino ba poison na ba poison. Oyo poison mosusu po ke ndoko ça, ba poison. Ça va quelque chose. Merci beaucoup. On applaudit très. Cette publication de l'auteur est porteur du courant identitaire dit courant révolutionnaire Congo. Monsieur Bongunda Apoyo, vous avez suivi avec nous la publication, le baptême de votre livre, mais acceptez, l'actualité oblige, avant d'entamer l'analyse de ces reportages entourés par des chefs coutumiers, vous allez nous expliquer les pourquoi. Un mot par rapport à la publication du calendrier électoral. La CENI a enfin publié le calendrier pour dire que les élections seront organisées au mois de décembre. Ça vient clore les débats. En fait, pour moi, c'est pas un sujet aussi important. La publication du calendrier. C'est pas un sujet aussi important. Tenez, l'État n'est État que parce que l'État a ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Entre autres, la sécurité de personnes et de leurs biens. La sécurité de personnes et de leurs biens. Ainsi, l'État n'est État que lorsqu'il arrive à revendiquer et à exercer le monopole de la violence physique légitime pour sécuriser les personnes et leurs biens. La capacité de protéger les gens et leurs biens n'a rien à voir avec les élections. Voyez-vous? La question électorale, elle est importante lorsque on se met dans une logique de conquête et de conservation du pouvoir, simplement. C'est bon. Là, ça nous renvoie à la politique. Là, c'est bon. Mais si nous devons nous poser maintenant des bonnes questions, c'est-à-dire comment construire un système de sécurité où un aventurier ne peut pas se réveiller un matin, violer une femme, égorger un enfant, et après demander à ce qu'il puisse intégrer les services de sécurité. Comment créer un système de sécurité où chaque Congolais, où qu'il se trouve, se sent en sécurité? Voyez-vous? C'est le plus important. Et là, ça n'a rien à voir avec les élections. Ça n'a rien à voir. Parce que je tiens à préciser ici que les élections telles que nous l'abordons sur base de l'approche de la démocratie libérale, c'est-à-dire la démocratie occidentale. Ok? Avec le principe de limitation des mandats, etc. Encore que ces modèles, c'est un modèle à géométrie variable en Afrique. Ça dépend de qui on veut, de qui on ne veut pas. Quand votre tête ne pleut pas, on vous dit, messieurs, il faut respecter la Constitution. Quand votre tête ne cause pas ces problèmes, on vous laisse faire 3, 4, 5 mandats. Voilà pourquoi. Et donc, c'est simplement pour vous dire que même eux-mêmes qui nous parlent des élections en Occident, bien qu'ils le font, mais en Afrique, ce n'est pas une priorité pour eux. Maintenant, pour être pragmatique,
Ok? La CENI vient de publier les calendriers. C'est bon. On aura les élections dans le délai. C'est bon, n'est-ce pas? Mais le plus important, c'est après les élections. Qu'est-ce qui va se passer? Voyez-vous? Parce qu'après les élections, si nous devons continuer Avec le même cycle de avec violence, le même cycle de violence, avec le même problème. avec le même système de prédation, qui ne date pas d'aujourd'hui, en tout cas, n'est-ce pas? À quoi les élections auraient servi? Oui. Et là, c'est dépassionner le débat. Voyez-vous? C'est ainsi que moi, par exemple, au lieu de parler des élections, je suis plus au niveau de cogiter sur la construction d'un état de fer. N'est-ce pas? Dans votre ouvrage. Oui, c'est-à-dire avoir un état qui s'impose. On ne défie pas un état, messieurs. N'est-ce pas? J'aime toujours dire que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, que je crois aussi, a osé défier l'état romain. On l'a crucifié. Comme pour dire, si la volonté de ton Père s'est faite sur le ciel, sur la terre, c'est celle de l'État. Voyez-vous? C'est ainsi que lorsque vous lisez des théoriciens comme Thomas Hobbes, il vous dit l'État c'est les Léviathans, le grand monstre marin. Voyez-vous? Mais quand même c'est bizarre de trouver un État faible, mais au lieu de pencher les raisonnements sur la possibilité de construire un État fort avec des institutions fortes, n'est-ce pas? On biaise le débat en abordant des sujets superficiels comme publication du calendrier électoral. C'est bien. Mais M. Bongunda, vous soutenez un État fort, vous soutenez, si je peux le dire, un État indépendant, mais à suivre ces reportages, vous êtes entouré des chefs coutumiers, les détenteurs du pouvoir coutumier, l'autorité coutumière, c'est même le choix pour baptiser les livres. Pensez-vous qu'on peut constituer un État fort avec ceux qui vous ont entouré à 60% dans cette salle? J'aimerais qu'on soit logique. Vous parlez de la démocratie. Parlons-en. La démocratie, elle est universelle, mais s'adapte aux réalités de chaque pays, de chaque continent. Lorsque vous allez en Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Pour ne pas dire le Royaume-Uni, c'est plus pratique. Parce que là, vous avez le pays de Galles, vous avez tout. L'Irlande du Nord, voilà. Lorsque vous allez au Royaume-Uni, par exemple, vous trouvez qu'il y a une reine qui règne, mais qui ne gouverne pas. C'est le Premier ministre qui gouverne. Vous trouvez une chambre basse, appelée chambre de commune. Mais vous trouvez aussi la chambre de l'or. La chambre de l'or. Qui est l'or en Grande-Bretagne? N'est-ce pas? La chambre de l'or, ça fait office de ce que nous appelons chez nous le Sénat. La chambre de sages. La chambre de sages. Mais ce n'est pas n'importe qui. La reine nomme certains membres, n'est-ce pas, en fonction de certains critères. Certains membres proviennent de l'église anglicane, n'est-ce pas? Et certains membres sont le produit des chefs des terres, messieurs. Les détenteurs du pouvoir traditionnel. C'est ainsi qu'en Grande-Bretagne, on parle de la royauté. C'est une monarchie. N'est-ce pas? La reine est morte. Son fils, qui l'a succédé, a été proclamé roi. Vive le roi. Il n'y a pas élection. Voyez-vous? Donc, la Grande-Bretagne, qui est l'une de référence, d'ailleurs c'est la plus vieille démocratie, ok? Avec, en tout cas, sur tout le plan, hein, même la démocratie américaine, n'est-ce pas? En termes de longévité, ne gale pas la Grande-Bretagne. Mais c'est un royaume, c'est une royauté, c'est une monarchie. Vous allez en Belgique, n'est-ce pas? La Belgique, c'est une monarchie. Voyez-vous? Je vais simplement dire une chose. Le chef coutumier, ou le chef de terre, les détenteurs de la sagesse africaine, ont été ridiculisés, chosifiés à un certain moment. Dépourvus de la moindre importance. Par qui? Par le pouvoir colonisateur. Parce que le colon, en fait, il voulait avoir la mainmise sur l'Afrique ou sur le Congo,
Et pour avoir la même mise, il fallait désacraliser l'autorité coutumière. Parce qu'en désacralisant l'autorité coutumière, n'est-ce pas, d'office, le peuple perd le repère. Voyez-vous? Et lorsque vous perdez les repères, on a la facilité de vous manipuler. Est-ce que pensez-vous qu'on peut revenir à cette logique-là où les détenteurs du pouvoir coutumier étaient le maître? Attention. Si oui, par quel mécanisme? Peut-être avant d'entamer notre deuxième. Une précision, l'encoumocratie ne veut pas dire la restriction de l'espace politique au seul chef coutumier. Non. L'encoumocratie, c'est ce que vous soutenez. Oui, l'encoumocratie, j'aborde les choses dans cette logique. Ça signifie que dans l'encoumocratie, par exemple, le président de la République est élu au suffrage universel direct. On maintient cette logique-là. C'est normal. Vous avez la chambre de représentants, ce que vous appelez l'Assemblée nationale. À la seule différence que chez nous, par exemple, la circonscription électorale est provinciale, par un quota égalitaire fixé à chaque province, par exemple. Mais à la seule différence que nous disons, en ce qui concerne le Sénat, on n'est pas sage en Afrique parce qu'on a les diplômes, parce qu'on a 30 ans, non. On est sage parce qu'on est détenteur de la sagesse africaine. Et aujourd'hui, c'est représenté par le chef coutumier. Le chef coutumier. Donc, il y a une restriction de l'espace politique au niveau du Sénat. Ce n'est pas n'importe qui peut postuler comme sénateur. Voyez-vous? Au niveau de chef de secteur, aujourd'hui, vous trouvez n'importe qui devenir chef de secteur, c'est-à-dire chef direct de chef de groupement. Ça n'a pas de sens. Voyez-vous? Le chef de secteur, ils ne peuvent être, s'ils doivent être élus, ils ne peuvent être élus que par l'un de leurs. Parce qu'ils vont s'identifier à lui. Et donc, l'émanation. Oui, nécessairement. Il doit être élu au second degré, par exemple. Et s'il doit être nommé, il doit être nommé parmi les chefs coutumiers d'une entité. C'est ça, en fait, la logique démocratique. Cela ne veut pas dire que les chefs de terre sont au centre de l'architecture institutionnelle, non. Mais quand même, le chef de terre occupe une place importante, n'est-ce pas? Et il travaille avec d'autres institutions de la République pour faire évoluer la patrie. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette page rétrospective avec cette deuxième sélection de la semaine. Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD de Martin Fayulu, souhaite que les FARDC soient déployés dans les zones occupées par les M23 pour établir l'autorité de l'État et non la MONUSCO et moins encore les forces de l'EAC. La MONUSCO a démontré ses limites et il y a un processus pour son retrait. Pourquoi on a attendu qu'il y ait signature d'un accord pour que les Rwandais, les Ougandais déguisés M23 se retirent afin que la MONUSCO et les forces armées de la communauté des États d'Afrique de l'Est se déploient? C'est ça le problème. Et c'est ça la balkanisation de notre pays. Donc on voudrait confirmer la balkanisation en mettant une zone tampon entre la République démocratique du Congo et les territoires conquis par le Rwanda et l'Ouganda. Mais ils vont rester en zone tampon pendant combien de temps et pourquoi? Diabanza Mwananene de l'UDPS estime pour sa part qu'en dehors de la voie diplomatique, la fin de la guerre à l'est de la RDC passe par trois choses. Pour nous, il faut en premier lieu une attitude de guerre pour tout Congolais. Pour le jeune, la formation militaire doit devenir obligatoire. Et en second lieu, pour de résolutions immédiates, moi j'estime, le peuple congolais doit comprendre ceci. Partout, dans chacun de nos territoires où le terroriste aura à occuper, nous devons quitter le terrain, abandonner le territoire entre les mains du terroriste. Ça va permettre à notre armée de bombarder et de se battre facilement sans pour autant que le terroriste ait la possibilité d'utiliser la population civile comme bouclier. En dehors de cela, il nous faut un mur entre le Rwanda et l'Ouganda et nous pour contrôler les entrées et sorties. Lors du mini-sommet de Luanda tenu le mercredi 23 novembre dernier sans Paul Kagame, Joao Lourenço, Félix-Antoine Tshisekedi, Évariste Ndayishimiye et le facilitateur Uhuru Kenyatta ont décidé du retrait des M23 des zones occupées et son repli dans ses positions initiales.
Notre confrère Enoch résume l'essentiel du ballet diplomatique qui a terminé par le mini-sommet de Luanda, où il a été décidé de la mise en place d'une zone tampon, c'est-à-dire les rebelles de 1-23 gardent leur position pendant un délai, la force de EAC s'impose et ils vont se regarder en attendant peut-être le désarmement, le retrait. Comment avez-vous reçu cette décision après la rencontre ou le mini-sommet de Luanda? J'aimerais lire quelque chose, si vous le permettez. Oui, on le permet. On en a parlé. Dans l'ouvrage. Ouais. Je vais juste prendre un extrait. C'est dans ces contextes qu'il faut circonscrire en passant l'hostilité occidentale envers les leaders africains révolutionnaires, engagés dans la voie d'utiliser les ressources de leurs États dans le but d'améliorer le train de vie de leurs compatriotes. Aujourd'hui, 62 ans après, le Congo est toujours sous tutelle de la communauté de puissance via la MONUSCO, qui est en réalité une force d'occupation de la communauté internationale. Sinon, comment comprendre qu'avec un effectif aussi important, la soi-disant mission de paix reste incapable de sécuriser la partie est du pays et moins encore le civil? Je vous évite la suite. Vous savez, il y a des sujets révoltants. Nous sommes tous, sauf des imbéciles. C'est-à-dire? Et notre bienveillance, notre tolérance ne doit pas être perçue comme une faiblesse. Mais c'est peut-être déjà le cas. Vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un bête, parce qu'il est gentil, quand il décide de vous montrer qu'il n'est pas bête, il devient peut-être 4-5 fois plus pire que l'être que vous ne pouviez même pas imaginer. À moins qu'il l'éprouve. Tenez. Le Congo est créé en 1885, la conférence internationale de Berlin. De puissances qui se réunissent à Berlin pour dire voilà, il y a des macaques qui sont là. Donnons-leur un espace. Donnons-leur un espace, donnons-leur une identité. On va les appeler des Congolais. On chamboule les différentes organisations politiques existantes et vous avez des psychopathes occidentaux qui ont commis des exactions inimaginables. On n'en parle pas. Le caoutchouc. Le Congo en a payé le prix ou le pot cassé. Lorsque vous lisez Adam Hochschild sur le fantôme du roi Léopold II, il vous dit que si le crime contre l'humanité a un sens, c'est au Congo qu'il faut l'appliquer. Mais aujourd'hui, c'est au Rwanda que vous l'appliquez, avec le génocide de 800 000 personnes, alors qu'au Congo, aujourd'hui, c'est plus de 10 millions de personnes. La faute revient à qui? La faute revient à nous. Congolais. Vous savez, lorsque nous passons le temps à pointer le doigt accusateur à l'autre, c'est l'expression de la faiblesse. Soyons sérieux. Nous faisons 2 345 000 quelque chose kilomètres carrés. Le Rwanda, c'est à peine 26 000 kilomètres carrés. Voyez-vous? Soyons sérieux. Nous disposons des potentialités que ces pays n'ont pas. Mais ils ont des usines, des raffineries. Nous, on n'en a pas. Nous, en échange, nous avons des terrasses, nous avons des églises. Voyez-vous? Or, en relation internationale, il n'y a que les intérêts qui comptent. Entre États. Entre États. Et en relation internationale, vous êtes respecté en fonction de votre capacité de nuisance, messieurs. Lorsque vous êtes à mesure de bondir et de mâcher, votre adversaire, il vous respecte. C'est-à-dire la RDC restera dans cette position. La Chine, avant 1949, n'était rien. Mao accède au pouvoir. La Chine, aujourd'hui, c'est une puissance qui rivalise la superpuissance planétaire. Et c'est quoi la solution congolaise alors? Le changement de paradigme. Je ne parle pas en termes individuels, que Félix parte et que tel le remplace. Je ne suis pas dans ce débat de bas étage. Ce qui manque au Congo maintenant, c'est de redéfinir le pays en fonction de sa dimension géopolitique et géostratégique. Pourquoi vous avez la MONUSCO? Parce qu'en réalité, on tient à tout prix à éclater le Congo.
La MONUSCO, c'est une force d'occupation internationale. Et c'est fait à dessein. Zone de tampon. Mais c'est simple. On veut simplement, de manière presque officielle, n'est-ce pas, vous dire que vous n'avez plus le contrôle de cet espace. Qui est géré par ces rebelles. Qui sera géré éventuellement par des rebelles, par votre force, je ne sais quoi, n'est-ce pas, et la MONUSCO. Entre-temps, la question sur l'intégrité territoriale, dont le président de la République a prêté serment, elle est où? Mais Monsieur Bongunda Apoyou, vous venez de publier un livre qui insiste sur l'identité congolaise dans une nouvelle optique, dans une nouvelle vision. En un mot, avant peut-être d'entamer notre dernier reportage, ça peut être quoi la solution à ces problèmes qui, selon vous, dénigrent l'homme congolais? Je n'aimerais pas être trop philosophe, trop pensant. Pour l'instant, il faut comprendre une seule chose. Si vous voulez éviter la balkanisation du pays, vous ne négociez pas avec le M23 sur base de conditions, n'est-ce pas, imposées par ces rebelles. C'est ce que fait le C'est-à-dire gouvernement. intégrer tout ça. C'est ce que fait le gouvernement. 2. Ne croyez même pas un seul instant à la bonne volonté de tous ces pays voisins. Ce sont des pays hostiles. Ils profitent de notre faiblesse parce que notre malheur fait leur bonheur. Fait leur bonheur. Là, c'est la réalité de fait, messieurs. Voyez-vous? 3. Mettons-nous en tête qu'en réalité, la communauté internationale, en fait, qui n'est qu'une fiction du point de vue politique international, on devrait plutôt parler de la communauté des puissances internationales, incarnée par certains États et certaines multinationales. En réalité, ce ne sont pas des alliés. Ce sont des tireurs de ficelles. Voyez-vous? Lorsque vous tirez ces 3 conclusions, la conséquence est quoi? La conséquence est que vous devez concentrer plus de 60% de votre budget à la défense et à la sécurité. Vous devez purger votre système de sécurité. Ce n'est pas en vain qu'on a le service de contre-espionnage. Voyez-vous? Presque inexistant. Je suis en train de répondre en termes de propositions. Voyez-vous? Pour ne pas être que dans la dimension géopolitique, géostratégique, théorique. Là, vous êtes pratique. Voyez-vous? Et, si je peux chuter peut-être par là, donner de la valeur à l'armée en rémunérant convenablement le militaire. Vous savez, quand vous devez recruter le militaire, vous passez dans des radios, vous passez dans des télévisions pour lancer les communiqués. Mais quand il faut recruter les agents dans le service public, comment ça se passe? La question que, voyez-vous? Question que les Congolais se posent. Et donc, là c'est de manière impersonnelle. Je suis en train de poser le postulat pour dire que vous ne pouvez pas espérer protéger l'Est du pays comme n'importe quel coin de la République sans une armée forte. Et vous n'aurez une armée forte que lorsque vous allez équiper la sécurité, que lorsque vous allez purger la sécurité, que lorsque un militaire se sentira un homme digne et honnête dans la société. Dans la société. Chutons avec cette sélection du lundi 21 novembre. En ces moments où la RDC est victime d'agressions de la part du Rwanda et de l'Ouganda sous couvert du M23, nous fustigeons les silences et la passivité de la communauté internationale en général et la communauté africaine en particulier. Souscrivons au processus de Luanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo. Face à l'injustice et au traitement discriminatoire à l'égard de la RDC, pourtant membre à part entière des Nations Unies, de l'Union africaine et de plusieurs organisations régionales et sous-régionales, les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation se joignent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, demandant au peuple congolais de se mobiliser massivement en vue de la défense de la patrie. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation encouragent
et apportent leur soutien à nos forces armées et de sécurité en vue de la victoire sur l'ennemi. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation invitent le jeune Congolais, avenir de demain, à s'enrôler dans nos forces armées en vue de protéger la nation et l'intégrité du territoire national. Les sénateurs demandent au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie et généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation expriment leur compassion envers les populations meurtries. Vous en avez parlé, mais nous citons avec la Chambre des sages, avec cette déclaration menaçante, c'est-à-dire, vu l'hypocrisie de la communauté internationale, pour ne pas parler de la francophonie, les sénateurs préfèrent ou conseillent au gouvernement de se retirer de cette méga structure, mais peut-être pas, pourquoi pas aussi, basculer vers le système anglophone. Vous soutenez? Vous savez, je respecte bien mes sénateurs, en tout cas. Je les respecte, ce sont des hommes intelligents, courageux, voilà. Ils ont mal. Et quand on a mal, naturellement, et qu'on est un élu, de fond, on parle. Voyez-vous? Lorsque vous demandez de quitter la francophonie pour intégrer le pays des Commonwealth, piloté par la Grande-Bretagne, mais il y a un autre pays qui venait de le faire. C'est ce que vous appelez pays agresseur. Vous citez le Rwanda. Ok? Qui malheureusement gère la francophonie. Et qui venait à peine d'accueillir sur son sol, n'est-ce pas, cette organisation. N'est-ce pas? Donc c'est pas ça la solution. Le président traite presque d'égal à égal, voyez-vous, avec le grand de ces mondes. Voyez-vous? Vous pensez que on se respecte parce qu'on est membre d'une organisation internationale? Mais je vous rappelle que le Rwanda, tout en quittant la francophonie, a imposé sa candidate comme secrétaire général de la francophonie. Voyez-vous? Donc, à un certain moment, nous devons nous poser des bonnes questions, s'il vous plaît. Le Congo, c'est la locomotive d'Afrique, la tête. Si ailleurs, aujourd'hui, on a des contestations par-ci par-là, aujourd'hui, en réalité, toute l'Afrique a les yeux braqués sur nous. Parce qu'on sait qu'on peut bien dire là-bas, mais le cœur, la machine qui doit donner l'impulsion, n'est-ce pas, pour la construction d'une puissance hégémonique africaine, c'est le Congo. Et donc, à un certain moment, il faut se poser des bonnes questions. La solution, c'est quoi? La solution, c'est de compter sur soi-même. Qui veut la paix prépare la guerre. Messieurs, qui veut la paix prépare la guerre. Et là, c'est le grand de ces mondes qui vous le disent. N'est-ce pas? Lisez Roosevelt. Theodore Roosevelt. Mais il vous dit carrément que sans une force dans la scène internationale, le droit international n'est rien. Le fort ne peut pas s'empêcher de prendre ce qu'il veut à cause du droit international. Il le prend. Voyez-vous? Lorsque les États-Unis d'Amérique envahissent Irak sur base de faux prétextes, prend un président légitime, légal, pour le pendre, messieurs, il y a un droit international qui tienne? Non. Voyez-vous? Lorsque Sarkozy, sur base d'un conflit avec Muammar Kadhafi, un digne fils que je salue en passant, décide avec l'OTAN de le liquider sous l'indifférence des États africains, il y avait le droit international? Je vous dis non. C'est-à-dire que nous devons être dans une approche de lire l'autre. Comprendre que l'Occident n'a rien à faire avec tout ce que nous sommes en train de parler là. Le silence de la communauté internationale. La Russie s'en fout de ce que pensent les Occidentaux. Voilà pour des raisons stratégiques, il veut l'Ukraine, il fait tout pour l'obtenir. Et on le respecte pour ça.
Et l'Amérique va négocier avec lui. Je pourrais peut-être chuter par là en faisant une lecture de 2 minutes, parce que comme on parle, enfin de 30 secondes, comme on parle du livre, je ne m'irai pas spéculer sans référence. Nous avons la responsabilité de voir ailleurs, si possible, si nous voulons réellement changer la donne, et nous imposer dans la sous-région et dans la région comme une puissance incontestable. Car contrairement à ces inconscients sanguinaires, nous devons être à même de lire les signes de temps et comprendre que dans pas longtemps, l'ordre international actuel va voler en éclats définitivement. N'est-ce pas? Apparemment, votre publication donne des réponses à toutes ces préoccupations. Non, là, ce sera une prétention. C'est juste une simple coïncidence, les différentes sujets abordés, les différentes questions entrent en harmonie avec le livre. Je fais allusion aux différents sujets traités. Mais le livre en soi ne peut pas aborder tout ça. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes appelés à devenir puissants. Voyez-vous, il y a un adage qui dit chez nous, Nkoyalia kamatitite, atakufinzala. Comment nous définissons, nous, l'homme congolais? Voyez-vous, tout dépend de la préhension que nous avons de nous-mêmes. Le jour où nous comprendrons que nous sommes le peuple le plus grand, où nous sommes appelés à être le peuple le plus grand, parce que nous disposons d'une terre qui regorge des potentialités plus que n'importe quelle partie de la terre, on va nous regarder différemment. Voyez-vous? Et à partir de cet instant, on va nous respecter. Mais tant que nous allons passer notre temps à dire nous condamnons le silence des tels, nous condamnons la complicité des tels, c'est qu'on n'a pas encore pris conscience. Et par conséquent, on continuera d'être à genoux. Merci beaucoup, messieurs Bongunda Apuyu, Lolengo Njoa, politologue et écrivain. Mais pour chuter, je vais me poser une question. Je me pose une question au nom des téléspectateurs. Des belles analyses, des propositions pratiques. Pour quelle appartenance politique? Opposition, pouvoir, centre? Parce qu'on doit toujours soutenir quelque chose. Je vous réponds tout de suite. Vous allez aux États-Unis, il y a une politique américaine, indépendamment des fractions politiques. On peut être on peut être républicain, on peut être démocrate, n'est-ce pas? Mais l'Amérique, comme pays, a un système, a des intérêts. Et peu importe votre fraction, vous devez voir l'Amérique telle qu'il est, en fonction de ses intérêts, comme État. Pareil pour la France, pareil pour la Chine. N'est-ce pas? Au Congo, tellement il n'y a pas une vision d'État, c'est-à-dire une vision basée sur les intérêts du pays, n'est-ce pas? La conséquence c'est quoi? C'est que quand on veut réfléchir, on cherche toujours à s'identifier en fonction d'un camp à un autre. Or, nous dans ces livres, nous posons les jalons du nouveau système politique congolais. Nous vous disons par exemple, il faut supprimer le multipartisme intégral que vous avez aujourd'hui. C'est une bêtise. Vous avez plus de 700 partis politiques. Qui ne produisent rien. Voyez-vous? Et dans ces partis, il n'y a pas même de la démocratie que vous chantez. Vous trouvez, n'est-ce pas, de présidents à vie, vous trouvez des autorités morales, n'est-ce pas, qui nomment et qui révoquent comme s'ils étaient des présidents fondateurs. Voyez-vous? Nous vous le disons dans ces livres. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, moi j'aimerais plus que nous puissions réfléchir les Congos autrement. Oui, on peut être de tels camps politiques, mais nous avons tous un dénominateur commun qui se trouve être les intérêts vitaux de notre patrie. Et pour l'instant, je suis en train de tenter d'imprimer cette nouvelle vision d'État, à travers notamment la création de l'Académie politique nationale, où nous allons enseigner aux gens comment diriger le Congo, c'est quoi le Congo, n'est-ce pas, et comment protéger les intérêts du Congo indépendamment des fractions politiques. Merci beaucoup, mais en un mot, comment s'est procuré cette publication de nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo? Il n'y a pas de révolution sans soubassement. C'est ainsi, en Chine, vous avez par exemple le livre rouge de Mao Tse-tung. Voyez-vous? En Allemagne, vous avez Mein Kampf d'Adolf Hitler. Il y a toujours un soubassement idéologique. Voyez-vous? Kadhafi avec le livre vert. Voyez-vous? On ne peut pas prêcher la révolution au Congo sans un document de base. Et nous proposons la nouvelle vision identitaire. Et donc, si la nouvelle vision identitaire est un document révolutionnaire, il ne peut pas se vendre.
Donc c'est gratuit. Pour ceux qui veulent télécharger cela, n'est-ce pas? Ils n'ont qu'à appeler un numéro, n'est-ce pas, que je vais dicter. Ces livres leur sera envoyé gratuitement. Voyez-vous? Pour ceux qui veulent se procurer ces livres manuellement, ils n'ont qu'à payer 10 000 francs. 10 000 francs congolais. Ça ne représente même pas le montant que nous dépensons pour un exemplaire. Voyez-vous? Donc c'est juste pour dire que nous voulons que chaque Congolais puisse avoir ces livres et puisse avoir le temps de les lire. Merci beaucoup, Monsieur Bongunda Apouyou Lelongo Joa, politologue, écrivain, auteur du livre Nouvelle vision identitaire pour un nouveau Congo. Oui, pour tous ceux qui veulent avoir le livre, ils peuvent nous contacter au 090 41 74 309 090 41 74 309. Non simplement les livres, mais ils auront toutes les questions, enfin toutes les réponses à leurs questions. Voilà. Merci beaucoup à vous qui avez suivi cette